Mon oncle de Jacques Tati, c'est un film très connu, très emblématique du cinéma des années, des années 60 et très connu, qui a reçu des prix. C'est un film un peu spécial. Je crois que dans un de mes cours, un étudiant disait qu'il s'intéressait beaucoup au cinéma, mais que vraiment Tati, il ne le supportait pas. Donc, une prochaine fois, mais Tati, non. Ah. Alors, c'est un peu spécial. Comment vous avez trouvé le film? Est-ce que le film... Oui. Sans parler du film, il y avait deux scènes qui m'ont beaucoup plu, que c'était, voilà, trois scènes. Les deux scènes avec les chiens, que les chiens pour moi, c'était extraordinaire. Et aussi la scène avec la voisine, quand elle est arrivée pour la fête, oui. Et les autres pensent qu'elle est un marchand de tapis. Pour moi, c'était très original. Les scènes avec les chiens et cette scène-là, pour moi, c'était les plus originales. D'accord, très bien. Donc, vous avez aimé deux scènes du film, donc c'est bien, déjà deux. Est-ce que d'autres personnes ont apprécié le film? Moi, ce que je peux dire, je peux comprendre que ton élève n'aimait pas du tout Tati parce que c'est un humour très spécial et on n'est pas forcément sensible à cet humour, un peu de dérision, on va dire. Mais moi, j'aime bien le rythme. Et en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, ou alors ils sont toujours derrière. Hein. C'est jamais le texte n'est jamais c'est pas ce qui est plus mis en avant. Hein. C'est tout ce qu'il y a autour et le jeu. Alors peut-être que des personnes qui préfèrent le texte, évidemment, n'apprécient pas ça. Mais il est très bien ce film. Moi, j'avoue que c'est encore un classique à connaître. Et en fait, c'est un peu incontournable, je pense, Tati. Et je suis contente de l'avoir connu grâce à cette rencontre parce que sinon, je m'y serais pas mise. J'avais regardé, je connaissais déjà un peu les vacances de Monsieur Hulot. C'est vrai, j'en avais vu un déjà. Mais et il se trouve qu'à la télévision espagnole, ils ont passé un autre film de Hulot. Mon oncle aussi l'avait passé. Et donc là, ça va faire 3 films de Tati que je connais. Et j'avoue que ça se voit avec plaisir tout le long. On ne s'ennuie pas. Il y a un bon rythme. Et non, j'ai bien aimé, franchement. Je te remercie encore, Christophe, pour nous avoir suggéré ce film. Merci. Est-ce que vous avez d'autres opinions générales avant que nous commencions? Bon, ça c'était la 12e fois que j'ai regardé ce film. La première fois était presque 10 ans ou 100, ça fait déjà 10 ans, je crois. Et je crois que c'est très... bon, j'ai bien rigolé. Il y avait des moments qui étaient très chouettes. Par exemple, je crois que toute la chorégraphie du repas où tous les personnages sont mis en place, je crois que c'est magnifique. Je crois que ça expresse beaucoup les messages de Jacques Tati en rapport à la folie de la modernité et tout ça. Et d'autre côté, je crois que aussi ça, et normalement c'est un film qui est projeté, passé dans des cycles, des séries de films sur l'architecture. Oui. Parce qu'en fait, il pose des questions très intéressantes en rapport à la nouvelle architecture, l'urbanisme,
comment on configure la ville, etc. Oui. Je crois qu'il y a plusieurs côtés qui font de ces films un film très, très intéressant. Bien sûr. Bien sûr, vous faisiez allusion au repas. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le transport de la table. Le transport de la table, qui est vraiment un épisode très, très original. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres remarques comme ça sur le film en général? Pour moi, c'est un film très intéressant. C'est surtout un commentaire sur le consumérisme, la technologie, l'idée de moderniser la vie sans confort, Oui. de moderniser pour moderniser, sans pas autre chose. Mais pour moi, 12 heures de la même, sans beaucoup de paroles, beaucoup de commentaires, c'est un peu très long. Très long. On peut le faire en 30 minutes, le même argument, je crois. D'accord. Très bien, c'est tout à fait possible. D'accord, une autre remarque en général? Tati était un mime, non? Avant d'être... j'ai lu qu'il était mime. Et je crois que mime, oui. Et je crois que le film reflète sa partie de sa vie. C'est que pour moi, le film est un mime de la vie. Et j'ai lu aussi que c'était un film d'après-guerre, non? Les grands changements en France, économiques et sociaux. Oui. Et on peut le voir, non? Qu'une partie de la population commence à consommer, Oui. et l'autre partie reste dans la vie qu'il y avait avant la guerre. Et je voulais vous poser une question. Il y a une scène dans laquelle une femme et Hulot, monsieur Hulot, se croisent, non? Chez Hulot. Oui. Elle va aller à la salle de bain. Il y avait seulement une salle de bain dans tout le bâtiment. C'est possible. C'est ça la question? Est-ce qu'il y avait une seule salle de bain dans la... Pour moi, c'était très intéressant parce que je connais des bâtiments en Espagne qui n'avaient qu'une seule une salle de bain, non, dans le bâtiment. Et pour moi, c'était intéressant de voir les deux personnes se croiser. Et je crois qu'elle allait à la salle de bain et je me demande s'il y avait seulement une seule salle de bain, non? C'est tout à fait possible. Oui, parce qu'elle, je crois, il me semble comprendre de quel passage vous parlez. Elle est on va dire, en combinaison. Et elle n'est pas vêtue vraiment, mais elle croise Monsieur Hulot qui rentre chez lui avec un imperméable, toujours son imperméable. Et quand ils se croisent, Monsieur Hulot a un geste de recul pour ne pas regarder, etc. Donc, je crois que l'interprétation, c'est sûrement ce que vous dites, c'est-à-dire il ne devait, je pense, dans cette vieille maison, il ne devait y avoir qu'une seule Ben, non? Oui, oui. Dans le bâtiment, non? Je pense. Et c'était les détails comme ça que j'aimais beaucoup, non? Plus que le film, mais c'était les détails spécialement dans le quartier de Monsieur Hulot, non? Et les gens, les relations entre les gens, comment s'appelle ça, le balayeur? Le balayeur. Oui, que ne fait rien.
Et il part tout le jour et le charrette, le charrette avec le cheval, Oui. en comparaison avec les voitures de l'autre côté de le quartier où les Alpes habitent. Non? C'était ces choses-là que j'aimais beaucoup. Les petits détails, non? Bien sûr, parce que dans ce film, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Dans ce film, nous avons, je crois, deux mondes qui s'opposent. Le monde de M. Hulot, le quartier de M. Hulot, avec M. Hulot lui-même, le balayeur, le vendeur de légumes, etc. Oui. Et nous avons aussi l'autre monde qui est le monde des parents de Bernard. Les parents de l'enfant, avec la sœur, je crois, la sœur de M. Hulot, qui est mariée à un directeur d'une entreprise de tuyaux. Et donc, ces deux mondes sont opposés. Le monde de M. Hulot est toujours très spontané, très jovial peut-être, très vivant, il se passe beaucoup de choses. Et le monde des parents de Bernard, eh bien, c'est différent. Il se passe beaucoup de choses, mais des choses très différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand j'ai vu le film, la première chose que j'ai pensé, c'est que c'est bien que tu as au moins quelques doutes sur la technologie. Oui. Parce que le film de la dernière semaine était aussi lié avec la technologie et quelques doutes sur sa bonté. Bien. Mais pour moi, je pense que peut-être dans les années 50, il était normal d'avoir quelques ou d'être méfiant de la technologie. Mais pour moi, c'est un peu une exagération. Et je ne pense pas, je pense que dans le film, on peut voir que la technologie sert à l'apparence et n'est à être efficace et à aider les gens à faire les choses plus facilement. Mais je pense que maintenant, on utilise la technologie pour faire la vie plus facile aux gens. Oui, pour rendre la vie plus facile. Bon, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? La critique de la technologie. Que quelqu'un... Mais je crois que c'était là, avec ça, et aussi la condition de Tati comme mime, non? Que tout était exagéré. La scène dans l'usine, non? De plastique, et quand il doit chercher un lieu pour le jeter, non? Dans jeter les tuyaux. Oui. Et après, on pense qu'une personne veut se suicider. Et il finit la scène dans comment ça s'appelle, le café chez Margot, non? Bien sûr. Et tout le monde se parle les uns avec les autres, personne ne connaît. Et dans la fête, chez les appels, non? Appels, on ne parle pas, non? Les personnes n'ont pas de conversation, non? C'est tout artificiel, comme la maison, comme la vie qu'ils vivent. Et c'était là, je crois que c'était ce que tu as dit, vous avez dit que c'est les deux mondes, non? La grande différence exagérée entre les deux mondes. Bien sûr. Je crois aussi que la chose technologique plus exagérée, c'est les scènes avec le garage
où les mères et les pères, ils restent captés Ils restent dans enfermés. dans le garage. Enfermés. C'est une guerre entre les technologies et les êtres humains. Bien sûr. Humains. Et la servante qui n'ose pas passer entre les deux, elle a peur, elle n'ose pas passer parce qu'elle pense que ça va, bien sûr. Et la fontaine d'eau, pour moi, c'est le plus fantastique du film. C'est ce que j'allais dire. Le système, la question du poisson avec la fontaine d'eau, c'est vraiment que l'on fait fonctionner seulement pour les invités et les invités. C'est pour un statut social, la fontaine d'eau. Hein. Voilà. Oui. Si c'est l'eau, Oui. c'est bon. Ça, finalement, c'est le frère. Ah ben, on l'enlève. Ah ben, là, qui c'est qui arrive? C'est une vendeuse de tapis. Ah non, non, c'est la voisine. Vite, on fait marcher la Oui. fontaine. Et donc, c'est très drôle. Mais effectivement, avec ça, on montre que, c'est clair que Tati ridiculise toute cette classe de nouveaux riches, en fait, qui veut avoir et que tout est fait pour en apparence et tout doit être à sa place. C'est terrible, mais très drôle. Hein, mais en même temps, on voit bien que toute sa satire, elle est vers ces gens-là. Hein, il veut les ridiculiser au maximum. Bien. Oui. Et quand les invités arrivent à la fête, et quelqu'un dit « Oh, quelle pressure de l'eau de la fontaine !» Oui, c'est le piège de la technologie. Très bien. Il y a le personnage de l'enfant. Le personnage de l'enfant du couple, qui est un personnage intéressant. Il est révélateur parce que, par exemple, je dirais qu'il semble s'ennuyer beaucoup avec ses parents. Il semble s'ennuyer. Il n'a pas envie de... Et par exemple, il fait une bêtise, mais il fait une petite bêtise de casser une plante qui est collée au mur. Et il n'ose pas le dire à ses parents, mais il le dit à Monsieur Hulot. Il essaye à sa manière d'arranger les choses en les rendant encore plus catastrophiques. Oui, dès qu'il a l'occasion de partir avec son oncle, il n'y a pas de problème, il part en courant. Hein, Voilà. Il ne proteste pas. Et la vie les activités de l'enfant, du fils, et les activités du chien, et dans la rue, c'était presque la même chose, non? Qu'ils ont profité de l'occasion d'être loin de le propriétaire ou de ses parents pour s'amuser, non? Totalement. Et pour faire des choses que les autres chiens et les autres enfants faisaient normalement. Bien sûr. Et de la même manière, c'est un enfant qui a l'idée d'être un enfant modèle pour les yeux de ses parents, aux yeux de ses parents. Parce qu'il fait semblant de travailler, mais en réalité, il s'amuse. Il sait que les parents sont très contents d'apprécier, de voir ou de croire que leur enfant travaille, étudie, etc. Donc, il y a tout un jeu, je crois, d'apparence, de faire semblant, qui est évidemment mis en avant. Mais il est très malin, oui, ce petit. Et d'ailleurs, à la fin, il sait très bien le pouvoir qu'il a. Et ces dernières images où il prend la main de son père, et là, on voit son père sourire comme jamais. Il sait très bien que c'est juste ça, ça suffisait pour de nouveau être... pour que ça se passe bien entre eux, alors que l'oncle est parti, mais il montre qu'il est quand même, il aime quand même son père. Alors là, et ça, moi, je crois que c'est un signe d'intelligence de la part de l'enfant. Hein. Je crois que c'est peut-être même c'est peut-être même le plus intelligent de tous.
je ne sais pas si je voudrais critiquer parce que je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence, mais de l'astuce, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réussit à sortir ses épines du jeu. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais et justement la fin, tu fais Maud allusion à la fin, et moi c'est le seul passage, la fin. C'est le seul passage du film que je n'ai pas très apprécié. Je trouve que cette opposition des deux mondes, qui d'après moi construit le film, à la fin s'écroule un peu. Je ne sais pas comment interpréter la fin. J'ai pensé que peut-être il y aurait une relation meilleure entre le père et l'enfant, parce que je crois que le père compétait ou concourait, compétit avec l'oncle, non? Le père ne voulait pas que l'oncle soit avec son fils, non? À la fin. Et c'était pour ça, et parce qu'il ne travaillait pas, qu'il voulait que lui l'envoyer à la Provence, non? À travailler. Et je crois que peut-être entre les deux, il y aurait une relation meilleure. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai interprété la fin comme la liaison avec les deux mondes, et le monde de la technologie et des parents, et celle de l'oncle, parce que l'oncle est parti, mais comme l'oncle est parti, c'est les parents qui occupent les lieux qu'avant avait l'oncle. Et cela voudrait dire que cette opposition ou cette contradiction entre les deux mondes n'est pas très importante. Parce qu'il suffit... Oui, je pense qu'il veut dire que la séparation n'est pas inexorable. Oui, d'accord. Peut-être. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Je crois que le message que l'enfant était en train de donner à son père aussi, c'est, tu vois, on peut s'amuser ensemble. Oui. Parce que c'est ça, pour l'enfant, l'oncle était les moments pour se détendre, pour jouer, pour vivre, la joie de vivre, non? Et par contre, avec ses parents, c'était le monde de l'imitation. Tu ne fais pas ça, tu dois faire ça. C'était surtout ce type de commandes. Donc, je crois qu'au moment que le père, sans vouloir le faire, chiffle, je ne sais pas si on dit ça, chiffle, et le monsieur se choque. Et bon, ben, là, le fils a vu qu'avec son père, peut-être, c'est possible aussi de trouver un autre type de communication. Et donc, c'est dans ces moments quand la rencontre se produit, je crois. C'est vrai. D'accord. Vous réussissez à concilier. Moi, j'avais opposé un peu fortement, mais vous réussissez, Isabelle, à concilier ces deux mondes. Est-ce que vous avez d'autres? Moi, par exemple, à la fin, une autre chose que je n'ai pas beaucoup aimé, c'est que le mari, le beau-frère de M. Hulot, puisse décider que Hulot s'en va en province et que Hulot lui-même ne réagisse pas. Ça m'a semblé d'une, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que c'est un peu brusque, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'a un petit peu déçue de la part de Monsieur Hulot. J'aurais pensé vu qu'on voyait tellement sa maison, etc., qu'il était si proche de son neveu, j'aurais pensé, moi, qu'il allait vouloir rester et qu'il n'avait pas besoin d'être acheté par son beau-frère.
moi aussi, ça m'a un petit peu surprise. Mais bon, voilà, il est parti. Peut-être qu'il avait envie de voir du monde, du pays, hein. Je sais pas. Moi, ça me suggère que finalement, la critique d'une certaine manière de la société, d'un certain type de société moderne, peut-être un peu artificielle, que nous présente M. Hulot, en réalité n'est peut-être pas... Parce que lui-même, il est très, très intégré puisqu'il accepte tout ce qu'on lui... Il accepte la pression que cette société exerce sur lui. Il ne semble pas réagir. Donc ça m'a un peu... Je crois que la seule fois que quand vous changez de ce que pour moi c'était un peu sa vie bohème ou l'indifférence, non? C'était quand après quand ils sont entrés dans chez Margot, le café, oui. Avant d'entrer, ils se battent avec un autre homme. Non, c'était la seule réaction que je pense qu'il, dehors de son indifférence, non, mais je crois qu'elle était comme ça, non, qu'il ne travaillait pas, non, il ne travaillait pas. Hulot, non, dans le film. Non, seulement 2 ou 3 jours, non, pendant tout le film. Et je crois que c'était, je ne sais pas si c'était une manière d'écrire l'après-guerre, que les gens en France doivent changer. Je ne sais pas comment interpréter ça. Il ne travaillait pas, mais il était sensible au chant des oiseaux, au chant de l'oiseau, avec le reflet du soleil, avec la vitre. Donc ça, c'était très bien. Je ne sais pas si c'était pour voir le changement total de la France, non? Ou le début du changement, je ne sais pas. Mais je crois que peut-être c'est pour ça, on ne sait pas. Bien sûr. D'autres choses? Non? Moi, j'ai par exemple apprécié beaucoup apprécié la critique qui est faite de la télévision, l'usage qui est fait de la télévision. Et ça m'a semblé très moderne comme point de vue parce que à un moment, quand les deux parents, les parents de Gérard, non, Gérard, si, Gérard, les parents de Gérard arrivent chez eux, ils regardent l'enfant qui travaille, ils sont tous très contents de le voir travailler. En réalité, il ne travaille pas, mais ils croient qu'il travaille, ils sont très contents. Et après, ils se mettent à regarder la télévision. Ils s'installent dans des chaises très métalliques pour regarder la télévision. Et ça semble être un moment de plaisir pour eux. Et la télévision, le programme dit, je l'ai noté, la télévision, c'est l'émission pour faire réfléchir. Comme si les gens avaient besoin de la télévision pour faire réfléchir, pour réfléchir. Et ça m'a semblé très, très, très bien trouvé comme titre d'émission. La critique de l'utilisation que nous faisons de la télévision. Oui. D'autres moments qui vous ont plu, qui vous ont intéressé, Ce que tu veux dire, c'est que le titre de l'émission de la télévision est tout à fait ironique, non? C'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, on a besoin de la télévision pour réfléchir. Si la télévision ne nous proposait pas de réfléchir, peut-être que nous ne réfléchirions pas souvent. C'est une idée qui est peut-être suggérée par cela. Oui. Et il se prépare. Oui, pardon. Non.
Oui, Isabelle. Ils se préparent pour réfléchir parce qu'ils sortent des chaises et dehors et sous les étoiles, peut-être pour l'ambiance de réflexion. Oui, oui, c'est curieux aussi. Ils s'installent sur le perron de la villa à l'extérieur. Oui. C'est curieux, c'est étonnant. Très bien. Et les rôles des parents, oui. Que c'était de genre non, typique, non? La mère et Bien sûr. La mère, elle fait tout dans la maison, chez eux, et le père ne fait rien, et il travaille, la mère lui donne tout, non? Les gants, le portefeuille, c'était une scène typique de, je ne sais pas, des légendes à l'époque, non? La mère et le père. De certaines personnes, Bon, mais je parle des rôles, non? Typiques des femmes, non? Dans le monde et les hommes, non? Les hommes vont au travail, les femmes restent chez elles et des choses comme ça, non? C'était très exagéré. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il m'a semblé même, bon, j'ai beaucoup aimé le film, mais quelquefois je me pose des questions, est-ce que, parce que l'image de la femme, par exemple, dans ce film, est un peu, et justement la maman de Gérard, ouf, l'image qui est présentée d'elle n'est pas très... oui. Avec son chiffon, elle enlève toute la poussière, elle est toujours en train de... Le fait qu'elle donne tout régulièrement à le portefeuille, le chapeau, c'est un peu exagéré. Enfin, oui, totalement. Bien sûr. Quelquefois, je me demande si vraiment... Enfin, je ne sais pas. Quelquefois, j'ai des doutes sur mon interprétation de cette... Oui, et la secrétaire, non, aussi. La secrétaire, oui. Ouf. Avec les petits pas. Oui. Elle a une robe trop étroite, elle est obligée de... C'est comme dans 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe aussi, tout le film, elles sont comme ça, elles marchent comme ça, parce qu'elles ont des robes qui les tiennent, les jambes trop serrées. Bien sûr. Moi, je voulais revenir aussi sur la fragilité de cette nouvelle technologie, quand même, parce que la porte, par exemple, il y a un moment, Monsieur Hulot, il arrive à démonter carrément la palissade d'un petit coup de rien. Donc, en fait, elle protège pas du tout cette porte. Elle est vraiment, c'est du toc. Hein.